Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre la première de 3 en 1 Afrique by une interview by Carmen, votre nouveau rendez-vous pour décrypter les problématiques africaines sur 3 axes, business, politique et société. Nous consacrons le premier numéro de ce bimensuel à une question essentielle qui touche les droits fondamentaux et la richesse la plus enviée au continent africain. Il s'agit de son capital jeunesse. Il s'agit d'enfants dits fantômes, d'enfants sans identité légale, d'enfants qui sont invisibles aux yeux des États et dont le nombre atteint 95 millions seulement en Afrique subsaharienne. C'est un fléau, c'est une urgence, c'est un défi que l'Afrique doit relever. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Monsieur André-Franck Aoyo, délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique, créé par Maître Abdoulaye Arissou, notaire au Cameroun. Monsieur André-Franck Aoyo, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique. Vous êtes consultant international, ancien expert de l'OIF et du groupe Banque mondiale. Vous êtes chargé d'enseignement à l'université Sorbonne Paris-Nord. On ne va pas parler du fonds sans dire un mot sur son fondateur, Maître Abdoulaye Arissou, qui est notaire et secrétaire général du notariat francophone. Je pense qu'il est toujours secrétaire général du notariat francophone. Et donc, c'est lui qui a révélé l'existence de ces enfants fantômes, étant lui-même passé par là. Il a été enfant fantôme dans sa jeunesse. Alors, le notaire Maître Abdoulaye Arissou, donc le notaire camerounais, a écrit un livre sur les enfants fantômes que voici, aux éditions Albin Michel, avec Robert Badinter, non, c'est la préface de Robert Badinter, mais avec Laurent Dejoie, qui est le président du notariat francophone. Alors, André-Franck Aoyo, merci de nous accorder cette interview. Nous passons par la première, nous commençons par une toute première question. Les enfants fantômes, ce sont des chiffres ahurissants, comme je l'ai dit en introduction. 230 millions dans le monde, dont 95 en Afrique subsaharienne, 95 millions. Ce sont des enfants sans papier dans leur propre pays. Comment expliquez-vous ce phénomène et quels en sont les enjeux? Quels en sont les enjeux? Quelles sont les causes de l'absence d'acte de naissance en Afrique? Écoutez, je vous remercie d'abord pour l'invitation et comme c'est une première, je souhaite bon vent à votre émission. Merci. En espérant qu'elle prospère. Merci beaucoup. Pour revenir à votre question, le phénomène des enfants fantômes, qu'on surnomme également les enfants noirs en Chine, est un fléau qui aujourd'hui n'est pas mis sur le devant de la scène, ou du moins très peu de médias en parlent, parce que c'est une question qui renvoie dos à dos et les parents et l'État. L'État parce que la question des enfants fantômes est indissociable de l'état civil. Or, l'état civil est une question régalienne, c'est un acte de souveraineté et c'est les États qui doivent organiser la déclaration et l'enregistrement des naissances à l'état civil. Et les parents aussi ont une part de responsabilité parce que c'est aux parents de faire cette démarche volontaire d'aller, et obligatoire en principe, d'aller déclarer et enregistrer leurs enfants à l'état civil. Alors pourquoi les chiffres sont alarmants?
Parce que pour plusieurs raisons. Je vais les catégoriser en 4 grandes causes. D'accord. Ou 4 grands motifs. Le premier motif, c'est d'abord le motif, j'allais dire, politique et administratif. Parce que l'état civil, malheureusement, est encore le parent pauvre de l'administration. Cette fonction est dévolue aux collectivités locales, aux communes, aux villes. Et on sait très bien que la décentralisation n'est pas un acte abouti sur le continent africain. Et malheureusement, le personnel qui y travaille est souvent du personnel mal formé, mal équipé, ce qui fait que tous les actes d'état civil, tous les faits d'état civil qui ne sont pas seulement liés à la naissance, mais également à l'adoption, au mariage et au décès, sont, j'allais dire, doivent être enregistrés, doivent être conservés, doivent être archivés par cet état civil. Donc, les premiers motifs que nous pouvons évoquer. Et puis politique parce que c'est les conflits, la persistance des conflits sur le continent africain qui fait fuir des populations, qui fait déplacer des populations et qui font que, malheureusement, lorsqu'une femme naît au monde dans un environnement de guerre, elle n'a pas souvent, et la femme et le père, souvent, n'ont pas souvent, j'allais dire, le temps d'aller déclarer l'enfant à l'état civil, parce que ce qu'on constate aussi, et on le voit dans la plupart des zones de conflit, la première chose que les belligérants font lorsqu'ils arrivent dans un territoire en conflit, c'est de détruire d'abord le patrimoine et ensuite l'état civil. On l'a vu au Mali, aujourd'hui, c'est ce qui se passe également en Centrafrique, qui sont encore des zones de conflit. Et ça peut expliquer en partie le fait que beaucoup d'enfants encore dans ces contrées-là ne sont pas donc déclarés et enregistrés à l'état civil. D'accord. Deuxième cause également qu'on peut évoquer, c'est les causes économiques. Vous savez que les populations africaines, ou du moins une grande partie de la population africaine, vit encore dans les zones rurales. Et pour se déplacer de l'endroit où naissent les enfants, et pour les enfants qui naissent encore à domicile, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui naissent à domicile, il faut effectuer le trajet du domicile à l'état civil. Souvent, il est éloigné. Et pour vous donner un chiffre, un pays comme le Sénégal, par exemple, c'est 680 centres d'état civil répartis dans le pays. Et quand on le met en regard des centres de santé, 3000 centres de santé au Sénégal, on voit tout de suite, j'allais dire, ce qui peut empêcher ces parents d'aller faire la déclaration à état civil. Et puis, bien sûr, il y a aussi les causes culturelles et cultuelles, parce que souvent, sur le continent africain, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une ignorance des parents. Beaucoup des parents ne savent pas qu'il faut faire la déclaration et l'enregistrement des enfants à l'état civil. Les parents aussi sont aussi... j'allais dire, souvent dans un déficit d'information, parce que l'État ne communique pas assez, il n'y a pas assez de campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'état civil et comment le fait de détenir un certificat de naissance peut modifier la trajectoire d'un enfant qui, justement, se retrouve sans papier ou est invisible. Et puis, la dernière cause, le dernier motif, c'est le motif juridique. Oui. Parce que dans certains pays aujourd'hui, beaucoup de femmes sont encore en incapacité légale de faire la déclaration de l'enfant. Cette responsabilité est dévolue au père. C'est le père uniquement qui doit faire la déclaration de l'enfant. Pour peu que le père ne soit pas à côté de la femme lorsqu'elle met au monde et qu'il soit parti en immigration ou pour trouver un travail saisonnier hors du territoire national, quand il revient, il est hors délai. Et le fait d'être hors délai fait que pour déclarer ou enregistrer l'enfant, on rentre dans une autre procédure qui fait intervenir les autorités judiciaires et c'est beaucoup plus long. Et les délais, c'est combien de jours Alors, tout dépend. En France, par exemple, c'est 5 jours. On voit 5 jours aujourd'hui. Un pays comme le Sénégal, c'est 1 an. Pourtant, malgré le temps qu'on a pour déclarer son enfant, par exemple au Sénégal, il y a encore beaucoup d'enfants, beaucoup de déclarations qui se font hors délai et qui sont après rattrapés par des jugements supplétifs et j'en passe. Et puis, un autre point aussi sur cet aspect juridique, c'est que il y a une dizaine de pays africains pour lesquels les femmes, aujourd'hui, ne peuvent pas transmettre leur nationalité
à ces enfants, et ce qui fait qu'on court, au risque d'apatridie. On aura l'occasion d'en revenir. D'accord, donc on va rester sur le juridique, sur le droit. Bientôt, donc le 20 novembre, la communauté internationale va célébrer la journée des droits de l'enfant. La journée des droits de l'enfant. Et moi, c'est une journée qui a été adoptée par l'ONU depuis 1989. C'est une convention qui a été ratifiée par 195 États, c'est énorme. Mais pourtant, on voit qu'il y a toujours des problèmes pour les enfants ne possèdent pas leur certificat de naissance. Ils ne possèdent pas seulement les enfants, hein, les adultes également, ne possèdent pas leur carte d'identité ou n'ont pas de passeport. Pourtant, c'est un droit fondamental qui ouvre à d'autres droits que nous devons détenir. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce paradoxe sur le terrain? Qu'est-ce qui cloche? Alors, je crois que c'est vrai, le 20 novembre 1989, les Nations Unies ont adopté cette convention internationale relative aux droits de l'enfant qui stipule dans son article 7 que tout enfant qui naît doit être immédiatement enregistré, qu'il a droit à porter un nom, qu'il a droit à une nationalité, que cet enfant également doit être, éduqué par ses parents et qu'il doit également être, être encadré par ces derniers. Aujourd'hui, ce qu'on constate, malgré, le renforcement des législations, c'est le fait que beaucoup d'États aujourd'hui ne facilitent pas les conditions de la déclaration et de l'enregistrement des enfants à l'état civil, tout simplement parce qu'il y a un manque de volonté politique. Voilà, c'est l'un des premiers constats, un manque de volonté politique de la part des États. Et il faut aussi le souligner, c'est le continent africain qui est le continent le plus impacté au monde. Vous avez cité les chiffres tout à l'heure de 95 millions d'enfants sans identité. Par exemple, en Asie, c'est pratiquement 51 millions, en Asie du Sud, c'est 51 millions d'enfants qui sont dans ce cas. Mais quand on le met en perspective par rapport au nombre de personnes sur le continent africain qui ne peuvent pas prouver leur identité, c'est 500 millions de personnes. Plus de 500 millions de personnes, c'est les chiffres de la Banque mondiale, ce qui fait que plus de 40% de la population africaine sont dans ce cas. Il y a effectivement les enfants, ce que j'appelle de manière triviale le flux, donc la naissance, et puis il y a tous ceux qui sont au-delà, donc les adolescents et les adultes, qui sont dans des processus de régularisation que je définirai par le stock. Donc, et le flux et le stock constituent des chiffres importants. Tout ça, ce sont des estimations, parce que rien ne nous dit aujourd'hui qu'on a comptabilisé tous les enfants sans identité. A priori, on ne peut pas les comptabiliser parce qu'ils n'existent pas. Voilà, et ça fausse les données démographiques. Ça fausse les données démographiques et ça a des répercussions sur la définition des politiques publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas, les États sont pratiquement dans l'impossibilité de prévoir, de faire de la prospective et de prévoir le nombre de classes qu'il faut construire, le nombre d'écoles, le nombre de centres de santé éventuellement. Et puis, c'est aussi un point important où le renforcement, si j'allais dire, de la Convention internationale relative aux droits des enfants a été renforcé par les objectifs du développement durable, qui est venu depuis 2015 rappeler aux États que c'est une obligation et qu'ils doivent tout mettre en œuvre d'ici 2030 pour garantir une identité légale, une identité juridique à tous les enfants grâce à l'enrichissement des naissances. Oui. Alors, ces enfants sont exposés à toutes sortes de violences. Toutes sortes de violences. On peut citer la rue, on peut citer le travail, le mariage forcé, on peut citer le terrorisme, on cite effectivement le manque de scolarité, les mariages forcés, la prostitution. Et donc, régler ce problème, régler ou résorber ce problème, est-ce que ce serait un début de solution à ces problèmes de société? Alors, oui, vous avez bien insisté sur toutes les formes de violence auxquelles sont soumis les enfants qui sont sans identité. Mais il n'y a pas que ça, il y a également tous les droits
tous les droits fondamentaux Oui. auxquels ils ne peuvent pas prétendre. Nous avons qui cité sont la scolarité. Oui. non seulement la cité, mais le fait de ne pas pouvoir demain, quand ils seront plus grands, être électeurs, Oui. être éligibles. Ils ne peuvent pas également, j'allais dire, hériter. Droit Se de la marier, par propriété. exemple, se marier à Et l'état civil. se marier, bien sûr, le mariage à l'état civil, j'en passe. Mais c'est également aussi, j'allais dire, faire valoir leurs droits vis-à-vis de la justice, Oui. vis-à-vis de l'éducation, de la santé, comme Oui. vous le mentionnez tantôt. Alors, il y a, à ce sujet, je crois que pourquoi on est encore dans cette forme d'oppression qui vient, j'allais dire, faire en sorte que vient mettre des fractures inégalitaires au sein de la population entre ceux qui sont identifiés et ceux qui ne sont pas qui n'ont pas d'identité légale. C'est aussi un frein pour le développement Oui. des États. Nous l'avons rappelé tantôt, puisque à partir de l'état civil, c'est à partir de l'état civil qu'on aboutit à un cadastre, et notamment dans le droit frontier, un cadastre oui. efficient. Oui. C'est à partir de l'état civil également que se confectionnent les listes électorales. Oui. Or, vous savez que les élections en Afrique sont source souvent de conflits, d'injustices et de réclamations de la part des différentes parties récentes. Voilà. Et puis, l'état civil aussi, le fait de ne pas... j'allais dire, de ne pas pouvoir bénéficier de tous ces droits, fait aussi, j'allais dire, puisque l'état civil, non seulement l'état civil, bien sûr, octroie des droits, mais également, il y a un point important qu'on ne mentionne pas souvent, qui est peut-être mis de côté, c'est le fait que l'état civil doit permettre de renforcer les capacités statistiques des États, puisque c'est à partir des statistiques que vont être élaborées les politiques publiques. Or, ça aussi, c'est un frein pour nos États. Et il y a une corrélation qu'on observe, et ça, c'est l'UNICEF qui en parle, il y a une corrélation qu'il y a entre le revenu national par habitant Oui. et la capacité des États à avoir des systèmes d'état civil efficients dans les différents pays. D'accord. Et comme on l'a dit, nous l'avons évoqué un peu plus haut, il nous faut donc des actions de sensibilisation et du financement. Et donc, dans le cadre d'Urgence Identité Afrique, vous êtes le fonds, vous êtes le délégué général de ce fonds. Je voudrais savoir ce que vous faites. Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? Quels sont vos objectifs? D'accord. Alors, je crois que pour nous, c'était simple. Lorsque nous avons mis en place le Fonds Urgence Identité Afrique, autour de Maître Abdoulaye Arissou, vous le rappelez tantôt, qui est notaire honoraire aujourd'hui au Cameroun et secrétaire général de l'Association du notariat francophone, et également de Maître Amadou Moustapha Ndiaye, qui est l'ancien président de la Chambre des notaires du Sénégal, qui sont les deux cofondateurs du fonds. L'idée, c'était pour nous d'attirer, de mettre en exergue cette question, parce qu'il se vit aujourd'hui un drame en silence. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'était de pouvoir aussi favoriser une véritable culture de l'enrichissement des naissances sur le continent africain. Malheureusement, on est encore loin du compte, surtout par rapport à tous les problèmes que je vous ai cités tantôt, sur les questions d'ignorance, le fait que les États également ne communiquent pas assez sur la question. Ça, c'est des points qui paraissent essentiels. Et puis, dans cette culture de l'enrichissement, doit être, j'allais dire, prise en compte, notamment sur le continent africain. Notre idée, c'était d'embarquer la philanthropie et le mécénat d'entreprise. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les États qui sont accompagnés, les États qui manifestent une volonté politique sur l'enrichissement des naissances à travers l'État civil, sont accompagnés par de grandes organisations internationales. On parle beaucoup de l'UNICEF, oui. du Haut Conseil, du Haut Commissariat pour les réfugiés,
également du Fonds des Nations Unies pour la population. Oui, et le mécénat d'entreprise. Et le mécénat d'entreprise, c'est les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises. Ce que je dis par le mécénat d'entreprise, c'est toutes les entreprises, d'abord africaines, les Afro-champions. Aujourd'hui, il y a de grands groupes africains qui sont installés sur le continent. J'en passe, je ne vais pas citer tous les noms, mais des banques comme Ecobank, aujourd'hui, qui sont intéressés par cette question parce qu'en filigrane se joue la question aujourd'hui de l'accès aux services. Un point essentiel, c'est que ces enfants, lorsqu'ils vont devenir adultes et qu'ils pourront consommer des services, avoir accès aux services essentiels, ils vont pouvoir être des clients des banques, clients des opérateurs des télécoms, clients de toutes les entreprises de distribution. Oui. Et elles ont besoin de savoir, de connaître davantage leurs clients. Et pour les connaître, il faut que ces clients, au préalable, aient été identifiés et enregistrés à l'état civil. OK. Sur le terrain, que prévoyez-vous faire et qu'est-ce que vous prévoyez pour le 20 novembre? Alors, je crois que ce que nous souhaitons faire sur le terrain, d'abord, nous voulons déjà travailler sur 2 pays pilotes. Oui, l'idée, c'est que la plupart des pays africains sont dans des situations très difficiles au niveau de leur état civil. Nous nous focalisons d'abord sur 2 pays, le Sénégal et le Togo, pour faire un peu ce qu'on appelle en anglais proof of concept, pour pouvoir travailler sur le terrain à faire en sorte, à inculquer cette dynamique de l'enregistrement des naissances à travers des campagnes de sensibilisation, en travaillant sur le plaidoyer auprès des États et de toutes les parties prenantes, que ce soit les parents, des parents jusqu'à l'État, en passant par les collectivités locales qui organisent l'état civil. C'est ce que nous souhaitons faire. Et puis, nous souhaitons mettre en place un label commune zéro enfant fantôme que nous allons mettre en place pour justement mettre en exergue toutes les initiatives locales, nationales, qui ne sont pas visibles, mais qui contribuent et favorisent l'enrichissement des naissances aujourd'hui sur les différents territoires et qu'il faut partager. Des espérances qu'il faut partager, les espérances qu'il faut mettre en exergue, les espérances qu'il faut primer. Donc primer le maire de la commune où on aura un taux d'enrichissement des naissances qui sera exponentiel, puisque l'idée aujourd'hui, c'est que sur le continent africain, vous avez dans la partie Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, vous avez un enfant sur 2 à la naissance qui est enregistré, ce qui fait à peu près 51%, les taux moyens c'est 51% d'enrichissement de naissance, et dans la partie Afrique de l'Est et Afrique australe, c'est 40%. Vous avez donc... Votre objectif, c'est 0 enfant fantôme jusqu'à quel... Alors, 10 ans, 2030 2030. Nous inscrivons nos pas dans les objectifs du développement durable qui fixent à 2030 le fait qu'il y ait un accès universel à l'identité juridique pour tous. OK. Alors, moi, je voudrais vous parler des jugements supplétifs qui coûtent, ça a un coût. Et ensuite, comment vous organisez? Est-ce que le notariat francophone, est-ce que les avocats en Afrique vont accompagner votre projet pour justement éviter ces coûts à ces populations et éviter la lenteur des tribunaux? Alors, oui. Alors, c'est important de le souligner, l'aspect coût. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la délivrance d'un acte de naissance n'est pas gratuit. Il a un coût. Oui. Et souvent, ce coût est rédhibitoire pour les familles, notamment les familles vulnérables et qui ont des revenus modestes, qui ne peuvent pas justement se permettre de consacrer une partie de leur revenu aux frais d'enrichissement de leurs enfants à l'état civil. Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous accompagnons aujourd'hui l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a fait une proposition de loi cadre pour les pays africains, notamment les pays africains francophones, puisque c'est dans la francophonie, pour rendre justement l'enrichissement des naissances à l'état civil gratuit. Qu'il soit gratuit, que ce soit un enregistrement obligatoire et public. Donc, l'idée de la gratuité est une réponse vers laquelle il faut tendre, mais en même temps, il faut pouvoir répondre à ceux qui ne souhaitent pas, rendre gratuit cet acte. Beaucoup de pays se disent, c'est parce que c'est des ressources qui viennent en moins
au niveau des collectivités locales. Et cette réticence des collectivités locales à se débarrasser, j'allais dire, ou du moins à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ressources par rapport à l'enrichissement, il faut trouver une compensation pour que justement les deux parties soient gagnants, tant les parents qui viennent déclarer et enregistrer leurs enfants, que ces collectivités locales et a fortiori l'État qui qui peut avoir des ressources. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à partir du moment où un enfant est déclaré et qu'il est en possession de tous ses droits, c'est qu'il devient, lorsqu'il sera adulte, lorsqu'il rentrera dans le monde du travail, c'est qu'il devient un citoyen à part entière, et qu'à partir de ce moment-là, la naissance des enfants peut avoir une incidence sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Ok, donc on va aller sur la dernière question. Nous avons vu que c'était un défi planétaire. Il y a déjà des initiatives dans différents pays comme le Congo, Brazzaville, où il y a une campagne de sensibilisation. Au Niger, au Burkina Faso, il existe l'initiative e-civil d'Adama Sawadogo. Et en France, nous avons 2 députés, Laurence Dumont et Aïna Kurik, qui ont présenté un rapport d'information sur les enfants sans identité. Ce rapport a été présenté le 22 septembre de cette année. L'objectif étant de faire de la France un acteur de l'enregistrement des naissances dans le monde. Bon, on sait qu'en France, il y a quelques situations, évidemment, dans les îles et ensuite à Marseille. Je pense qu'il y a un cas, mais parce que c'est un père qui avait négligé la déclaration de son enfant. Et donc, ce rapport contient 23 recommandations. Avez-vous des projets de partenariat avec la France ? Avec la France, oui. D'abord, il faut dire que la France est un vieil État qui a, depuis le XVIe siècle, qui a réussi à mettre en place, grâce à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a réussi à mettre en place, à transformer les registres paroissiaux, à les transformer en registres d'état civil. Donc, il y a une vieille tradition qui est un acteur important et qui peut prendre la tête d'une coalition pour renforcer les actions qui sont entreprises par les différentes organisations des Nations Unies qui travaillent sur cette question. Oui. Ça, c'est le premier. Deuxième point, il y a aussi l'Organisation internationale de la francophonie, qui est dirigée aujourd'hui par Mme Louise Mushikiwabo, oui, qui aujourd'hui en fait une priorité. L'enregistrement des naissances est une priorité pour l'OIF, fait partie des priorités de son mandat. Et je crois que là aussi, des actions sont entreprises en ce moment, notamment au Niger et au Tchad, sur cette question. Et puis, il y a tous les acteurs multilatéraux, les acteurs sociaux également, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé du personnel d'éducation, du personnel de santé, tous les chefs de village, les associations villageoises, les associations de jeunes qui également sont embarqués sur cette problématique, qui travaillent sur les États, dont les actions ne sont pas visibles, mais qu'il va falloir encourager en leur apportant du financement complémentaire et leur apportant aussi un savoir-faire sur cette question. D'accord. Merci André-Franck Aono d'avoir été là parmi nous pour cette première. Merci mesdames et messieurs de votre intérêt à la première de 3 ans en Afrique, l'interview par Carmen. Je vous retrouve très bientôt. Pour la deuxième émission, nous parlerons des indépendances africaines. Merci encore. Au revoir.